Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir dans un lieu unique à Breil-sur-Roya pour une nouvelle IADET. Vous avez l'habitude de ces IADET où on vous explique ce qu'est l'intelligence artificielle avec des experts. Vous en aurez ce soir qui vont vous parler entreprise, qui vont vous apprendre ce que nous pouvons découvrir derrière ChatGPT et vous expliquer ce que l'intelligence artificielle peut vous aider dans la vie de tous les jours. On est à Breil-sur-Roya et la première chose que j'aimerais faire ce soir pour commencer cette IADET, c'est inviter Monsieur le maire à venir nous saluer. Sébastien Larand qui est ici. Je vais lui passer le micro et merci en tout cas de nous accueillir. Merci pour cette IADET. C'est la première fois qu'on se retrouve à Breil-sur-Roya et le public est là. On est en direct sur Internet. Merci Sébastien. Merci beaucoup, merci Frédéric. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette conférence IADET à Breil-sur-Roya et très heureux de pouvoir accueillir un événement comme celui-ci dans la commune de Breil-sur-Roya. Il y a 6 ans de ça, Charles Anginesi était élu président du département et immédiatement, dans son discours même d'investiture, il a annoncé vouloir lancer une grande politique départementale en faveur de la transition numérique, qu'il a choisi d'appeler le Smart Deal. À l'époque, j'étais agent du département et j'ai eu la chance, au sein de son cabinet, d'être missionné pour lancer cette politique-là en faveur de la transition numérique. On s'est entouré d'un comité d'experts composé de nombreuses personnes de divers horizons, mais qui ont des compétences, qui ont une expertise dans le domaine des nouvelles technologies, du numérique, de l'intelligence artificielle. Et nous avons choisi pour présider ce comité d'experts une personne de très grande qualité, de très grande valeur et avec un parcours remarquable, c'est Marco Landi, qui est ici ce soir. Et je veux dire que j'ai beaucoup aimé travailler avec lui et c'est pour moi un grand honneur de l'accueillir ce soir à Breil-sur-Roya. Parce que Marco Landi, pour tout vous dire, il a quand même été le président mondial de Apple. Petite entreprise, hein, mais quand même un peu connue. Il a été notamment président de Apple dans la période un peu charnière de son évolution, au moment où Steve Jobs a fait son retour dans la société. Et il a dirigé beaucoup d'autres grandes entreprises, notamment General Electric et d'autres encore. Et Texas Instruments. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance de l'avoir. C'est aussi un local puisqu'il a une résidence dans les Alpes-Maritimes. Et il a tout de suite accepté de mettre ses compétences au service de notre département et de la transition numérique du département. Et d'ailleurs, il nous avait dit, lors de sa première vidéo de présentation, que pour lui, c'était normal de donner un peu de soi à l'environnement dans lequel on vit. Donc c'est le sens de son engagement et je le remercie pour cela. Et avec Marco Landi, avec le président Charles Anginesi et les équipes du conseil départemental, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre. Le premier projet, le principal, le projet phare, c'était la création d'une maison de l'intelligence artificielle qui est basée à Sophia Antipolis et qui est aujourd'hui une grande réussite, qui participe à de la formation, à des actions de sensibilisation. Et dans le cadre d'un plan Smart Education, c'est beaucoup de collégiens des Alpes-Maritimes qui ont l'occasion d'aller visiter cette maison de l'intelligence artificielle pour découvrir les nouvelles technologies. Et puis parce qu'on considère que en matière d'intelligence artificielle, de numérique, il est important de s'adresser au public le plus large possible, parce qu'aujourd'hui c'est tout un chacun qui est concerné par ces enjeux d'intelligence artificielle. Il a été décidé de lancer ce cycle de conférences qui s'adresse à tous, c'est IADET, et je suis encore une fois très heureux de pouvoir les accueillir ce soir à Breil-sur-Roya. C'est vrai qu'on entend toujours parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, de ChatGPT, d'IA générative, et on se pose naturellement des questions. On a aussi des craintes quelquefois. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est en train de changer nos vies, tout simplement, que ce soit notre vie personnelle, notre vie professionnelle ou tout simplement l'aménagement de nos territoires aussi et notre développement économique. Et donc, on a des questions. Et ces questions, il est important qu'on puisse y répondre. Et pour y répondre, il faut des personnes qui s'y connaissent et donc des spécialistes. Et on a la chance ce soir d'avoir un beau panel de spécialistes dans le domaine de l'intelligence artificielle qui vont intervenir à tour de rôle, après Marco Landi, bien sûr, et qui vont intervenir à tour de rôle pour nous présenter un certain nombre d'enseignements autour de ces nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Et c'est pour nous un très grand plaisir de les accueillir et de pouvoir bénéficier de leurs connaissances qui nous intéressent tous à titre individuel, mais qui
intéresse aussi évidemment notre pays et notre société de façon plus globale. Merci à tous. Merci pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à ces questions. Et merci aux spécialistes qui vont intervenir, à Frédéric qui est présent ici, aux équipes techniques, et à Marco Landi, notre cher président du comité d'experts, qui est une personne qu'on a beaucoup de chance d'avoir à Breil-sur-Roya. Merci à tous. Merci, monsieur le maire. Et justement, j'aimerais donner la parole à... On ne serait pas là, je pense, que si Marco Landi n'était pas présent. Et soit ce dynamisme qu'il nous donne et cette envie d'eux, parce qu'il entraîne derrière lui tout un dynamisme, toute une kyrielle de personnes qui ont envie de bouger, toutes ces équipes techniques qui sont là aussi, et toute cette belle association, cette association que je voudrais citer, qui est l'Institut Europia. L'Institut Europia, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur Internet, mais l'Institut Europia regroupe un certain nombre d'experts, avec des interventions diverses et variées. Vous retrouvez ces experts au sein des IADET, mais vous avez également des vidéos en ligne pouvant vous permettre de reprendre en fait et de réécouter leur parcours, leur expérience et des études de cas qu'ils peuvent réaliser. Je vous conseille d'aller sur cette association dont on a le président qui est ici, et je voudrais remercier Marco d'être présent avec nous. Et si tu peux venir juste dire un mot sur cette introduction, sur cette nouvelle IADET. Merci beaucoup, bonsoir. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici avec vous. Je remercie mon ami Sébastien, avec lequel on a bien travaillé ensemble au département. Et on est resté quand même en bonne relation quand même quand il est devenu maire de Breil-sur-Roya. Mais je voudrais aussi vous présenter l'équipe de la Maison de l'intelligence artificielle qui est ici avec nous, la directrice Isabelle Gali, qui a accepté mon invitation de dire on va maintenant à parler d'intelligence artificielle, pas seulement à Menton, à Cannes, à Grasse. Il faut aller aussi dans ces magnifique arrière-pays que nous on a. Sébastien vous a dit l'engagement du président Ginesi pour tout ce qui regarde cette transition numérique. Et c'est un des objectifs du Smart Deal, ce groupe d'experts desquels je suis le président, pour chercher vraiment de faire de notre département un des départements les mieux acculturés dans le secteur des nouvelles technologies, mais surtout de préparer nos jeunes. Et ça, c'est la mission de la maison de l'intelligence artificielle. Parce qu'un territoire, il ne pourrait pas se développer s'il n'y a pas les jeunes qui se sentent vraiment dédiés, capables, avec passion, d'amener leur développement sur ces nouvelles technologies. Parce que qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ils sont déjà là, et ils seront là de plus en plus. Alors, c'est beaucoup mieux de les connaître pour les mieux contrôler. Et ça, c'est aussi la mission de l'Institut Europe duquel on vous a parlé. L'objectif, c'est comprendre pour agir. Et ce cycle de conférences que nous on fait, ça a exactement cet objectif. Mais avant de donner la parole à mes amis de la Maison de l'intelligence artificielle, je voudrais savoir combien de vous ils ont ce téléphone. Combien ils ont les smartphones ou l'iPhone. Tous, c'est clair. C'est clair. Et pourquoi je parle de ça? Parce que l'intelligence artificielle a besoin de données. C'est comme une machine qui a besoin de l'essence. Mais d'où il arrive toutes ces données? Il arrive à travers les téléphones. Et là, une première warning, une première attention à vous tous. Tout ce que vous mettez là, il va de quelque part. Il y a la big tech qui a faim de tout ça, qui veut les avoir. Et quelquefois, il ne l'utilisait pas pour le bien. Alors, première chose, attention. Mais il est là, il existe, il nous sert pour plusieurs choses. Pas seulement pour la communication, pour rentrer dans Internet, pour connaître tout ce qui se passe dans notre monde. Mais on laisse des données. Et ces données-là, qui sont les moteurs de l'intelligence artificielle. Mais qui a créé ça? Qui a créé les premiers smartphones? Moi, j'ai un livre
que j'ai écrit sur mon trajet d'un petit village de la Toscane où je suis né, à côté de Sienne, jusqu'à Cupertino, quand je suis devenu le président monde d'Apple Computer. Et je voudrais donner ce livre comme cadeau à qui me dit peur première à quelle année Steve Jobs a créé les smartphones. Je sais, je n'ai pas de réponse. 2007. Bravissimo! A lei il primo. Plaisir. Mais non. Je n'ai pas interrogé l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas IA générative. Très bien, merci beaucoup. Je l'ai écrit parce que j'ai eu la chance vraiment, pas seulement de connaître Steve Jobs, mais de l'embaucher chez Apple. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça il signifie. Il était viré de son Apple en 1985. Et pendant que j'étais président en 1996, je l'ai rembauché et vous avez vu quelle révolution qu'on était capable de faire. Et maintenant, ce que je cherche de faire, d'aider notre département, surtout à Sophie Antipolis, avec des personnages comme Alain Ferbach, qui est un des créateurs d'une très belle start-up dans notre département, pour être sûr qu'on a aussi ici des grandes entreprises qui soient dans l'intelligence artificielle ou non, mais qu'ils soient capables de faire développer de plus en plus notre département et donner la plus grande visibilité possible à Sophia Antipolis et à son développement. Parce que ça, c'est l'intérêt de nous tous qui vivons, qui sont dans notre département. Ce soir, on est là pour vous parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on en parle depuis 1956. Quand j'étais président de Texas Instruments, on ne l'appelait pas intelligence artificielle. On l'appelait système expert. Et je pense qu'il était beaucoup plus simple et plus raisonnable. Depuis qu'ils ont donné ce nom intelligence artificielle, on se questionne de tout. Avant tout, intelligence. Est-ce qu'il est intelligent? Artificiel. Mamma mia, les robots. Bon, voilà. On va essayer de vous expliquer, mais surtout, on voudrait entendre de vous vos questions. S'il vous plaît, si vous avez des questions, levez la main, parce que c'est important. Pas seulement qu'il y a quelque chose qui vient de nous à vous, mais aussi, si possible, que vous nous posez les questions, parce que si vous posez les questions, il nous aidera à mieux comprendre, à mieux répondre à ce que vous avez à l'intérieur. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Marco, pour cette introduction et avec ces questions et ce questionnement justement sur le téléphone. Et je voudrais accueillir notre première conférencière. On parle de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Elle en est la directrice sur Sophia Antipolis. Je vous conseille de visiter cette maison au cœur de Sophia, dans un bâtiment qui est assez unique d'ailleurs et historique sur Sophia Antipolis. Et la première chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est comment l'IA change notre quotidien. Puisqu'en fait, l'IA, vous l'utilisez sans le savoir. Maintenant, vous allez savoir comment l'utiliser. Isabelle, je te donne la parole. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus à cette conférence sur l'intelligence artificielle. Sans vous dire, ça va être trop compliqué. Je vous en remercie parce que nous, notre travail à la Maison d'intelligence artificielle, c'est justement d'essayer de rendre les choses compréhensibles. Mais pour les rendre compréhensibles, il faut aussi que les gens viennent à nous. Donc, quand les gens sont un peu loin de nous, on a vraiment un grand plaisir à venir les voir. La Maison d'intelligence artificielle, souvent, va dans les vallées, puisque nous sommes associés pour faire un Science Tour. Et de cette association, on réussit à venir acculturer dans l'ensemble des vallées du département, parce que c'est une chance que d'avoir un département comme les Alpes-Maritimes entre mer et montagne, comme on dit toujours, mais c'est plus compliqué pour venir voir tout le monde. Mais on est ravis et vraiment, merci Sébastien pour cette opportunité. On est ravis d'être là, parce que il faut aussi qu'on soit invité pour pouvoir venir. Voilà, merci beaucoup.
Donc moi, je voulais vous faire une conférence sur l'IA au quotidien. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est souvent vu comme une discipline académique qui nécessite des mathématiques, qui nécessite des objets complexes, qui parle de prédiction. Bref, on n'y comprend pas grand-chose et on se dit, oulala, c'est bien compliqué. Eh bien, oui, c'est compliqué, l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas la première fois qu'une révolution technologique arrive de votre vivant, puisque nous en sommes à la 3e révolution technologique de votre vivant. On a eu la révolution informatique, quand les ordinateurs sont arrivés. Moi, je me rappelle ma grand-mère essayant de m'aider à taper mon mémoire de master sur un ordinateur, et à la fin de la ligne, elle tapait dans l'ordinateur parce qu'elle voulait passer à la ligne, parce qu'elle ne connaissait pas encore le traitement de texte, elle savait pas que ça... Enfin, elle avait compris que ça passait à la ligne tout seul, mais elle avait un réflexe, donc elle tapait dedans. Donc on a eu d'abord les sciences informatiques, et les sciences informatiques ont tourné essentiellement dans l'optimisation des process. On est venu améliorer plein de process. Et puis est arrivé un truc incroyable, Internet. Internet, c'est quoi? C'est de l'informatique communicante. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire parler les ordinateurs entre eux, on a réussi à échanger des messages entre les ordinateurs, on a pu travailler en documents partagés, et derrière, aujourd'hui, maintenant, arrive une 3e révolution, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est de l'informatique communicante intelligente, c'est-à-dire qui est capable d'apprendre. Donc ça rajoute une fonctionnalité de plus à ces outils merveilleux qu'on appelle les sciences numériques. C'est issu de différentes disciplines scientifiques, mais ça contribue à la même évolution. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'inventions, ce qu'on appelle le hardware matériel, qui ont été nécessaires pour que les 3 disciplines se développent, et pourtant, elles sont toutes les 3 différentes. En quoi elles sont différentes? Eh bien, reprenons par exemple la révolution de l'écrit. À l'ère de l'informatique, ce que je vous disais, on a inventé le traitement de texte. Et puis, à l'ère du numérique, on est passé à l'email, à la capacité d'échanger entre nous des textes, voire à construire un texte tous ensemble, c'est le document partagé, par exemple. À l'heure de ChatGPT, c'est l'ordinateur qui écrit le texte. C'est-à-dire qu'il a étudié, et Alexandre, qui est médiateur scientifique à la Maison d'intelligence artificielle, vous en parlera plus avant, c'est l'intelligence artificielle qui génère le texte désormais. Donc elle est capable, à partir d'une base de connaissances qu'on lui a donnée, on lui a fait apprendre, excusez-moi, sur une base de connaissances qu'on lui a donnée, et grâce à ça, elle est capable de construire des phrases. Donc on ne se retrouvera, mais plus jamais dans sa vie, devant la page blanche. Vous savez, ce drame du moment de l'examen, ce drame de l'écrivain, du compositeur de musique, tout ça, c'est terminé. Le manque d'inspiration, entre guillemets, est pallié par cette nouvelle génération d'intelligence artificielle qu'on appelle les IA génératives. Mais l'intelligence artificielle est rentrée par d'autres biais dans notre vie quotidienne. Elle est rentrée, par exemple, par le biais du divertissement. L'informatique nous a amené les jeux vidéo, on a tous joué à Pac-Man dans notre vie. Le numérique nous a amené Netflix, la capacité de faire du streaming et de partager des vidéos. Et l'intelligence artificielle est en train de nous amener une nouvelle expérience. Vous avez vu, si vous êtes allé au cinéma récemment voir Indiana Jones, Harrison Ford, à nouveau, à 25 ans. Et c'est lui qui joue dans le film. C'est pas quelqu'un d'autre, il n'est pas doublé. On n'a pas mis un Harrison Ford jeune, puis un Harrison Ford vieux. Non, c'est le même. Mais grâce à l'intelligence artificielle, avec un système de mapping sur son visage, on a Harrison Ford jeune. Et demain, quand vous irez au cinéma, j'ai vu un truc extraordinaire d'une boîte anglaise qui s'appelle Metaphysics. Demain, quand vous irez au cinéma, vous serez dans les figurants. Parce que les gens qui seront dans la salle, on verra leur visage sur les figurants. On essaye à l'heure actuelle, le cinéma essaye de créer une nouvelle expérience pour ramener les gens vers les salles. Parce que finalement, on est plus confort à la télé, on mange devant une télé, puisqu'on a l'écran géant maintenant, qu'on peut avoir le film qu'on veut, puisqu'on a le streaming. Mais comment avoir une nouvelle expérience? L'intelligence artificielle est là pour amener cette nouvelle expérience. Et on a vu aussi l'intelligence artificielle arriver dans les transports. Rappelez-vous, quand dans les années 70-80, vous preniez la route, vous écoutiez Bison Futé. Et Bison Futé, il vous disait, ah là là, dimanche 14 août matin,
Au départ de Paris, ça va être le rush. Et vous saviez, vous, sur la Côte d'Azur, que 8 heures après, c'était le rush. Mais ce bus en futaie, il se basait sur quoi? Sur les trucs qui s'étaient passés l'année d'avant. Et donc, il calculait. Hein, l'informatique l'avait aidé à calculer. Il y avait de beaux tableurs Excel qui calculaient quelle allait être la nouvelle année. Mais il y a plein de variables qu'ils ne pouvaient pas intégrer. Alors est né d'autres applications que vous avez tous dans vos téléphones portables, je suis sûre. Surtout que depuis que les routes sont quasiment... elles se reconstruisent, mais il y a encore beaucoup de fermées. C'est de savoir par où je peux passer. Et ça, vous avez Waze, par exemple. Hein, Waze ou Google Maps. Ben, Waze, il est embarqué dans plein de petites voitures. Hein, tout conducteur Waze est identifié. Et on connaît en temps réel les données de trafic et les voies ouvertes ou fermées. Parce que les conducteurs Waze, ils appuient pour dire « Ah là, c'est fermé, hein, j'étais obligé de faire un détour. » Et bien demain, hein, et ça commence... En tout cas, moi, le matin, je ne sais pas vous, mais mon iPhone, il me dit que pour aller à la maison d'intelligence artificielle, il me faut 32 minutes, ou 45 minutes, ou 95 minutes. C'est-à-dire, je ne lui ai rien demandé à mon iPhone. Je ne lui ai rien demandé. Il sait que je vais plutôt à la maison d'intelligence artificielle à cette heure-là. Donc, il me préconise le meilleur chemin pour y aller. Et il me dit combien de temps je vais mettre pour y aller. Il n'en est pas encore à me réveiller ou à me faire le café pour me dire il va falloir y aller parce que là, sinon tu vas être en retard à ton rendez-vous. Mais ça, c'est demain. Demain, il sera capable de reprogrammer mon agenda, mon réveil, ma cafetière pour m'amener à ce que je sois à l'heure à la réunion que j'ai, par exemple, le matin. Et puis, l'intelligence artificielle, vous l'avez vu arriver aussi avec des petits compteurs verts, vous savez, les Linky. Hein, ben ces compteurs verts, ils sont venus quoi? Ils sont déjà venus remplacer le petit compteur noir qu'on avait avant. Le petit compteur noir qu'on avait avant, ça nécessitait un opérateur qui venait faire le relevé. Grâce à ce relevé, on le rentrait dans un petit tableur et on avait une estimation de consommation de la ville, de consommation des ménages et de consommation de la France au plan national. Et grâce à ça, on faisait les infrastructures, on produisait de l'énergie, on la mettait sur les réseaux et puis on espérait que personne n'ait besoin de plus. Ou de moins, parce que quand on dépense pas l'énergie qui est produite, elle est perdue, et quand on n'en met pas assez sur le réseau, eh ben ça disjoncte. Eh bien, le Linky, il est là pour ça. Il est là pour faire une meilleure répartition de l'énergie. Et il a surtout des petites fonctionnalités que je suis sûre que vous n'utilisez pas. Il vous permet de savoir quels sont les appareils ménagers qui consomment le plus dans la maison. Vous lui avez rien dit au Linky, hein. Mais il sait où est le ballon d'eau chaude, il sait où est le radiateur, il sait où est le lave-vaisselle, il sait où est le lave-linge. Et il peut vous donner des petits conseils pour faire des économies d'énergie, parce qu'il est capable d'analyser dans son modèle qu'est-ce qui consomme le plus. Et surtout, il est quasiment au centime, je ne sais pas si vous avez remarqué, quasiment au centime, il est capable de prédire votre consommation des mois prochains. Donc il a énormément augmenté sa capacité à vous aider dans votre gestion de l'énergie. Et pas besoin de vous espionner pour faire ça. Non, ça fait juste de l'analyse comportementale d'outils ménagers et ça essaye d'optimiser votre utilisation. Alors s'il y a une petite trappe cachée qu'a fait EDF, c'est que s'il y a vraiment un problème de distribution d'énergie, on est en manque d'énergie parce qu'il y a une pointe de froid par exemple, ça peut débrancher les chauffe-eau parce qu'ils vont prioriser le chauffage. Donc pour éviter qu'il y ait une coupure d'énergie, ils vont supprimer l'eau chaude, par exemple, à plein d'endroits, et garder par contre le chauffage, ou préserver l'électricité pour l'hôpital, ou pour la maison de retraite, enfin les endroits stratégiques. Donc EDF, qui a ces endroits stratégiques, va répartir, grâce au Linky, l'énergie. Et puis, j'ai pris un autre exemple, dernier, parce que c'est là où c'est le plus spectaculaire, c'est sur la santé. Hein, l'intelligence artificielle, vraiment, elle vient aider la santé. Il y a des auteurs qui prédisent même, je ne sais pas si vous avez lu Homo Deus de Joshua Hariri, mais il prédit la fin de la famine, la fin des maladies, grâce à l'intelligence artificielle. Sans rentrer dans ces prédictions, on a des start-up locales. J'ai pris 3 start-up des Alpes-Maritimes, hein, de la Côte d'Azur. On a Therapixel, qui est un champion de la détection des cancers, qui, grâce à l'intelligence artificielle, a amélioré énormément le travail des radiologues. On a ExactCure qui crée un jumeau numérique de chacun d'entre nous. Et donc, en fonction de votre âge, de votre poids, de vos antécédents médicaux, vous aide à adapter le traitement que vous devez prendre, puisque les médicaments, vous savez, sont construits sur des standards et que la posologie, elle est construite sur des standards aussi.
Et pour les femmes, c'est une bonne nouvelle parce que les standards ont été essentiellement faits sur des tests sur les hommes. Donc, on va pouvoir mieux adapter vos médications grâce à une appli comme ExactCure. Et enfin, Nodeus. Nodeus, son patron est extrêmement attachant, comme peut l'être Alan aussi, mais qui vous parlera, lui, de sa solution. C'est quelqu'un qui vraiment cherche à mettre l'intelligence artificielle au service, au bénéfice des plus anciens. L'idée, c'est qu'un senior, s'il doit être maintenu à domicile, il faut aussi qu'on puisse prévenir son déclin cognitif. Et pour prévenir son déclin et donc son manque d'autonomie, eh bien, on va observer ses habitudes au quotidien. Et sans caméra, il n'y a pas de caméra dans son système. Donc on va observer combien de fois il ouvre le frigo, combien de fois il prend la douche, combien de fois il se lève du lit, du canapé, etc. Tout ça va être rentré dans une sorte de boîte noire. Aucune donnée n'est analysée par personne. C'est l'intelligence artificielle qui le fait. Et on va se dire, tiens, il se lave moins souvent, il mange moins souvent, il sort moins souvent. Et là, ça va émettre une alerte. Est-ce que vous avez à ses enfants ou à un voisin, il faudrait peut-être aller voir Monsieur Durand, peut-être prendre de ses nouvelles. Et si quelqu'un va prendre de ses nouvelles, alors personne n'est venu comme ça à l'improviste, mais quelqu'un prend ses nouvelles. Généralement, c'est quelqu'un qui l'aura lui-même choisi comme étant quelqu'un de confiance. À ce moment-là, on est rassuré. En tout cas, on peut se rassurer quand on est enfant et qu'on est loin, mais on peut être rassuré également quand on est soi-même senior et qu'on se dit, moi, je m'aperçois peut-être pas que je vais moins bien, et donc, grâce à la Nodeus, on va prendre soin de moi. Donc, si on prend une journée, en fait, en IA, toute la journée, vous utilisez l'intelligence artificielle. Que ce soit à 7h du matin, moi, mon téléphone qui me dit pour aller à la maison d'intelligence artificielle, il faudrait que d'abord, tu as ça comme rendez-vous, et puis voilà, il faudrait que tu partes maintenant. Que ce soit j'ai enlevé les lunettes, alors évidemment, j'arrive pas à me relire. Que ce soit pour gérer le budget, vous savez, vos applis banques, vous regardez, désormais, ils vous donnent des conseils pour mieux gérer votre budget, pour objectiver un petit peu les informations. Il va y avoir, si vous voulez savoir quoi manger, votre frigo va vous dire qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à manger en fonction de ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qui vous manque, si vous pouvez, etc. Donc, à toutes les heures de la journée, vous pouvez faire appel à l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Alors, peut-être vous vous demandez ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, Marco l'a dit, c'est une dénomination qui est un peu complexe. Et parce que c'est complexe, c'est difficile de le définir. C'est tellement difficile que l'Union européenne, à l'heure actuelle, ils débattent pour savoir comment ils vont le définir. Et c'est difficile, parce que tant qu'on ne l'a pas défini, c'est difficile de l'encadrer juridiquement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des études de droit ici, mais la première démarche pour un juriste, c'est la qualification d'un objet. Donc il faut savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors Alan Turing, il disait c'est ce qui imite l'humain. C'est-à-dire que si un humain ne sait pas qu'il est face à une machine, alors la machine est une intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle le test de Turing. Et puis, on peut aussi le faire selon des technologies. Donc, je vous ai dit, ce qui est important dans une intelligence artificielle, c'est l'apprentissage machine. Donc, il y a multiples manières de faire apprendre à une machine. Eh bien, forcément que l'apprentissage machine, c'est une technologie d'intelligence artificielle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Pourquoi une intelligence artificielle est si amicale? C'est parce qu'elle nous comprend dans notre langue. Si je lui dis « ferme la porte », ou elle comprend, même si ferme la porte, laquelle, etc., elle va recontextualiser elle-même. C'est aussi la vision par l'ordinateur. Pour qu'une intelligence artificielle, par exemple, puisse conduire une voiture, il faut qu'elle voie. Et puis il faut qu'elle estime la distance. Et puis il faut qu'elle estime la distance en mouvement. Et puis il faut qu'elle estime les dangers, etc. Donc cette vision par ordinateur, c'est le fait qu'on reconnaisse des images, qu'on puisse détecter des objets, etc., est nécessaire. Ça peut être aussi les systèmes experts, qui sont la vieille famille de l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux qui font que le nouvel apprentissage machine c'est ultra développé, ou encore la robotique, etc. Ça nous conduit aussi, ça peut être l'explication sur l'intelligence artificielle, peut être faite aussi par les grands domaines d'intelligence artificielle. Donc le symbolisme a été le premier courant d'intelligence artificielle, c'est le premier grand domaine.
Là, c'était surtout des humains qui expliquaient à des machines quoi faire. Et donc, elle leur donnait des règles. Hein, ce sont les systèmes experts. Donc, on expliquait à la machine ce qu'elle devait faire. Et après, elle devenait autonome. Et puis, entre 2012 et 2018, il y a 3 chercheurs. Hein, il y a... je connais que... Hein, Yann LeCun, Joshua Benji et George Hunting. Excusez-moi, hein, George Hunton, qui ont écrit un papier sur le deep learning. Et ça a donné naissance à la nouvelle intelligence artificielle. C'est celle qui apprend d'elle-même, qui est capable d'établir ses propres règles à partir de toutes les données qu'on lui donne. Donc si vous lui donnez 100 000 photos de chats, elle sait qu'elle peut reconnaître un chat. Alors vous me direz, un bébé, lui, vous lui donnez un chat, au bout de 10 minutes, il sait que c'est un chat. Hein. Donc il n'a pas besoin, même pas, au bout de 2 secondes, il sait que c'est un chat. Il n'a pas besoin de 100 000 photos. La machine, elle a encore besoin de 100 000 photos pour savoir ce que c'est un chat. Alors on développe des algorithmes de plus en plus intelligents grâce à des startups comme celle que dirigeait Alan. Et ces modèles et ces algorithmes sont certes de plus en plus intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre avec moins de données. Hein, ils vont commencer à apprendre avec moins de données. Et enfin, il y a un 3e domaine d'intelligence artificielle qui est un peu dans les choux, celui-là. Hein. Il a du mal à se développer parce que c'est plus compliqué. C'est l'IA comportementaliste, celle qui comprend l'émotion humaine. Alors pourquoi la machine a tant de mal à comprendre les émotions humaines? C'est parce qu'elle ne ressent rien. Donc, comme elle ne ressent rien, elle ne peut pas bénéficier de cette expérience que nous avons, nous. Nous, nos sens nous nourrissent. Et au-delà de notre capacité logique, de notre capacité de raisonnement, de notre capacité à résoudre des problèmes, on ressent les choses. Et ça, les machines ne savent pas faire. Donc on a et on aura toujours, au moins jusqu'au moment où peut-être on commencera à générer des IA comportementalistes, on aura toujours cet avantage et cette capacité surtout à apprendre plus vite et à s'adapter plus vite. Alors, cette machine qui apprend, qu'est-ce qu'on lui met dedans? On l'a dit aussi tout à l'heure, on lui met des données, hein, on lui met des datas. Si on veut étudier la météo, on va prendre les données de météo depuis 1900 et puis on va les comparer avec les données d'aujourd'hui. Et après, grâce à cette comparaison entre données d'hier, données d'aujourd'hui, on va missionner, on va dire à l'algorithme, dis-moi quel va être le temps demain. Cet algorithme, il y a une multitude d'algorithmes, mais cet algorithme, c'est donc la mission. On lui donne la mission. Dis-moi la météo. Donc, données passées, données d'aujourd'hui. L'IA va faire une première prédiction, pas très bonne. On va lui dire, ah ben non, il n'a pas plu aujourd'hui, franchement. Puis donc, elle va apprendre qu'elle a fait une erreur. Et par l'interaction, elle va continuer à apprendre et elle va être de meilleur en meilleur. Et à la fin, elle va trouver les bons repères pour savoir quelle est la météo à Breil-sur-Roya aujourd'hui. Avec justesse. Après, le problème, parce qu'à l'heure actuelle, les IA comprennent assez bien la météo, c'est savoir la lire. Ça, c'est un autre problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit « attention, il va pleuvoir à 80%, qu'est-ce que vous faites ?» Bon, vous prenez un parapluie, on est d'accord. Vous mettez des bottes, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va pleuvoir plus ou moins ? En fait, ça ne parle pas du tout de la quantité d'eau qui va pleuvoir, ça parle uniquement de la probabilité qu'il va pleuvoir. On est dans un monde de la probabilité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle ne parle que de probabilité. Et donc, cette probabilité qu'il pleuve fait que dans 20% des cas, il ne pleuvra pas. Donc, dans 20% des cas, vous direz, ah, c'est encore planté, la météo. Parce que pour vous, c'est 100% d'erreur, par contre, puisqu'il n'a pas plu. Et pourtant, il y avait 80% de chances qu'il puisse pleuvoir. Alors, pour faire ça, vous avez l'intelligence artificielle, elle voit, comme c'est marqué là, donc elle voit une vision numérisée du monde. Elle a aussi forcément une vision simplifiée de la réalité, parce qu'elle ne peut pas voir plus que le monde qui l'inclut. Donc elle est forcément simplifiée par rapport à la réalité. Et surtout, elle a une vision probabiliste. Ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut le comprendre parce que toutes ces IA, qu'est-ce qu'elles vont changer pour vous finalement ? Qu'est-ce que ça va vous changer ? Le numérique, vous avez vu ce que ça a changé pour vous. Vous avez vu comme nous d'ailleurs, puisque je ne suis pas non plus digital native,
l'arrivée des réseaux sociaux. Vous êtes encore ébahis aujourd'hui de voir qu'il y a des jeunes qui ne quittent plus leur téléphone pour envoyer des textos. Mais on voit bien que ça a changé nos vies, le numérique. Hein, il y a la vie avant et la vie après. Ben, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Ça va changer. Il va y avoir la vie avant et la vie après. Alors, personne ne peut prédire l'avenir. Hein, même l'intelligence elle-même, même si Alexandre demande à ChatGPT de prévoir l'avenir, vous verrez, c'est pas ça. Prévenir l'avenir d'une révolution technologique, ça demande des données qu'on n'a pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'informations grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que là où le cerveau humain il est capable de calculer à partir de 3 à 7 paramètres, quand vous êtes un expert, vous calculez quelque chose à partir de 7 paramètres. Quand vous n'êtes pas du tout un expert, vous calculez à partir de 3 paramètres. Et donc, elle n'a pas de limite. Donc elle va pouvoir, pour vous dire s'il fait beau demain, elle va pouvoir prendre beaucoup plus de choses en compte. Pour vous dire si oui ou non vous allez finir à l'hôpital. Hein, il y a un projet qui est à l'heure actuelle sur le bassin pour faire du prédictif hospitalier. Elle va prendre en compte des données de météo, des données de stress, des données d'études, des données de vie, de comportement de vie, etc. Elle va prendre beaucoup plus de données en compte que votre médecin généraliste qui vous connaît bien, mais qui, lui, il va falloir un moment qu'il décide, et dont son cerveau d'expert, il ne peut pas prendre plus de 7 entrées pour prendre sa décision. Donc il va y avoir plus d'infos, il va y avoir plus de patterns. On va mieux comprendre les comportements à quoi ils conduisent. Il va y avoir également le fait qu'elle apprend, la machine. C'est-à-dire ce qu'elle est capable aujourd'hui, ce n'est pas de ce qu'elle est capable demain. Ça, c'est déroutant. Hein. Il y a un truc, ça ne marche pas, le lendemain, ça marche. Hein. Pour ceux qui ont essayé Google Traduction, moi, au début, on traduisait sur Google Traduction, on était là... Oh. On avait vraiment le sentiment que la traduction, c'était pas ça. Aujourd'hui, quand on se sert d'un Google Traduction, et pire, quand on demande à ChatGPT de traduire, là, ça commence à être ultra performant. Après, il y a le fait qu'elle est autonome, la machine. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a compris sa mission, elle se débrouille, elle va jusqu'au bout de sa mission. Alors, si on veut se faire peur, ils ont testé un drone tueur, et le drone tueur a contourné les contre-ordres de l'armée pour atteindre sa cible. Parce qu'il est parti sur sa première mission, et donc ça a été simulé. Hein, c'était pour voir si elle se transformait, comme dans 2001 Odyssée de l'espace, l'intelligence artificielle pouvait contourner un ordre humain. Hein, parce que dans les conditions éthiques et dans les conditions que veulent les citoyens, c'est human on command. C'est-à-dire, moi, quand je débranche l'IA, il faut qu'elle s'arrête. Donc ça fait partie des grands enjeux de la machine autonome. Et enfin, vous allez rentrer dans un monde du prédictif. C'est bizarre, le monde du prédictif. C'est bizarre. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il y a des États qui ont des procès parce qu'on a calculé le changement climatique. Donc, pour inaction climatique, c'est basé sur des modèles du GIEC, et ce sont des modèles qui ont été réalisés par des intelligences artificielles pour prédire l'avenir. Donc, vraiment... il y a un énorme changement et il faut que vous viviez avec. Hein. C'est le numérique, certains ont résisté, on a tous été balayés par la vague. Donc il ne faut pas que vous soyez balayés par la vague, au contraire, il faut que vous veniez des acteurs de cette intelligence artificielle. Donc d'abord, essayez de les comprendre et comprenez 2 choses. 2 choses essentielles. Déjà, si vous avez compris ça, c'est génial. C'est que c'est de la probabilité. Donc il faut connaître la fiabilité pour savoir s'il y a une erreur qui est faisable ou pas. Et sachez que l'erreur, c'est 100% pour vous quand elle est sur vous. Il faut aussi comprendre qu'une IA, ça ne résonne pas en causalité, comme un être humain, mais en corrélation. Donc ça résonne par association d'idées, hein, comme dans certaines chansons de Colonies Vacances où on trouvait la phrase suivante par le mot qui se termine. Vous savez, je ne me rappelle plus la chanson, mais on chantait la chanson « Feu de bois, bois de terre, terre à feu, terre », vous savez. Ben, c'est pareil, ChatGPT, c'est rien d'autre que ça. Il va falloir que vous appreniez à collaborer avec des IA, c'est-à-dire il va falloir que vous sachiez leur demander ce que vous voulez qu'elles vous donnent. Vraiment, ça c'est savoir ce que vous voulez leur demander, savoir leur demander et surtout intégrer la réponse dans ce que vous faites. Parce que souvent les gens ils posent des questions à des intelligences artificielles, mais ils n'écoutent pas la réponse. Et puis après ils disent « ouais, mais l'ordinateur il n'a rien compris ». Ben non, parce que si on n'a pas intégré, et c'est la plus grosse difficulté, elle vient de là, hein, c'est intégrer la réponse. Si on vous dit, il va pleuvoir, et que vous ne prenez pas le parapluie, et que vous vous plaignez d'être mouillé, ben, il y a une difficulté. Et enfin,
Il ne faut pas oublier, il faut pas mésestimer, hein, même si nous, à la MIA, on est plutôt tech enthousiastes, il ne faut pas négliger qu'il y a des risques. Et ces risques, il faut qu'on les mette sur surveillance, les intelligences artificielles. Donc votre intelligence artificielle, quand elle vous donne une réponse, il faut quand même que vous gardiez votre esprit critique, parce qu'elle peut halluciner. Hein, tu parles un peu des hallucinations. Elle peut halluciner, elle peut avoir des biais. Hein, vous avez l'algorithme de LinkedIn qui propose les jobs les moins bien payés. LinkedIn, c'est la plateforme, hein, vous savez, pour trouver un travail, qui propose les jobs les moins bien payés aux femmes, parce qu'on sait qu'elles accepteront plus facilement que les hommes. Et pourquoi cette intelligence artificielle fait ça? Et LinkedIn passe son temps à corriger le biais. Hein. Parce que tout simplement, la société fait ça. Et donc elle apprend. Un tel a été embauché à tel salaire, une telle a été embauchée à tel salaire. Et elle déduit, les femmes sont moins payées. Et donc elle reproduit le biais sociétal. Et enfin, il peut y avoir des usages malveillants. Vous avez vu avec le numérique, vous avez vu le nombre de spams que vous recevez, le nombre de SMS pour essayer de vous arnaquer aux amendes. Mais ça, sur l'intelligence artificielle, malheureusement, et aussi, vous allez avoir cette difficulté. Donc, j'en ai fini là. J'espère que je n'ai pas débordé sur mon temps. J'en ai fini là. Donc, venez nous rendre visite à la Maison de l'intelligence artificielle. Sinon, on reviendra. Hein, vous échapperez pas. On reviendra vous voir. Et on est vraiment heureux d'être parmi vous. Merci Isabelle. Pour le temps, je ne réponds pas. Je voudrais juste saluer, parce que vous savez qu'on est en direct ce soir sur Internet, et on est en direct également à Tende, au Musée des Merveilles, et je voudrais leur dire bonjour. On a déjà reçu des questions, et les questions, on va toutes les compiler à la fin des interventions. La nouvelle intervention, c'est Alexandre. Alors Alexandre, il travaille à la Maison de l'intelligence artificielle. Et vous savez que quand on avance dans la maison, quand on commence à comprendre l'intelligence artificielle, il y a des mots qui arrivent. Il y a des mots comme générative. Alors bon, on peut regarder sur le dico, mais il va nous ramener à l'intelligence artificielle et à la notion de génération et de générative. Et puis il y a le prompt. Le fameux prompt, Isabelle en a parlé, c'est savoir un petit peu comment on va discuter avec l'IA. Vous connaissez, je pense, toutes et tous ChatGPT, parce que c'est une marque qui a été connue en quelques jours au niveau des réseaux Internet, et c'est la marque qui a été le plus connue, le plus rapidement possible. Et ce ChatGPT, vous pouvez le tester, c'est gratuit, vous pouvez le tester en ligne. Mais le tout n'est pas simplement de poser des questions, mais de savoir poser des questions. Et ça, c'est tout un art maintenant. Et je donne la parole à Alexandre, qui va évoquer tout cela. Merci Alexandre. Merci Frédéric, merci Marco, merci Sébastien. Je vais juste prendre. Alors, on a parlé de l'IA, tout ce qu'elle va faire. Donc là, ça va être centré sur ChatGPT. Donc, qui l'a utilisé ici, ChatGPT déjà? Ok. Qui l'utilise tous les jours, par exemple? Moi. D'accord. Certains l'utilisent tous les jours. Donc, ça passe. Ok. Alors, je vais d'abord revenir sur d'où vient ChatGPT. Donc, ça vient d'une société qui s'appelle OpenAI et qui a créé un modèle qui s'appelle GPT-3 d'abord, en 2020. Alors, OpenAI, c'est une société qui a été créée en 2015 avec 100 millions de dollars. Et elle a été fondée par des champions de la tech, on va dire, comme Elon Musk, Sam Altman, on retrouve Amazon Web Services, et ils ont mis 100 millions de dollars donc, pour créer une société pour faire l'intelligence artificielle. Elon Musk, il a quitté OpenAI en 2018. Et ils ont dit d'abord, une première approche pour faire l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir discuter avec la machine en langage naturel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire discuter naturellement avec la machine. Et ils ont décidé de se lancer dans les modèles de langage. Donc GPT d'abord, GPT-2, et puis le 3. Aujourd'hui, on estime que OpenAI est valorisé à 29 milliards de dollars, et certains prédisent 1000 milliards en 2030. Donc, pour entraîner, on a parlé beaucoup des données. Isabelle, tu as parlé des données pour entraîner ces IA. Et là, c'est exactement le cas, c'est-à-dire qu'il a fallu des données pour entraîner cette intelligence artificielle à reconnaître notre langage, etc. Et ça a été entraîné sur des données massives. Alors, les données massives en texte, ce n'est pas les mêmes qu'en vidéo. C'est-à-dire qu'ici, c'est 500 gigas de texte, 500 gigaoctets. Aujourd'hui, on a tous dans nos ordinateurs au moins 500 gigas de disque dur ou 1 Tera, donc ça ne nous semble pas si massif que ça. Mais pour le texte, 500 gigas, c'est énorme. C'est-à-dire que si on imprimait
un roman de 500 gigas de texte, il ferait 100 km de haut. D'accord? Donc, ça fait un sacré roman. Et après, toutes ces données, il faut les entraîner. Il faut entraîner l'algorithme et sur des supercalculateurs, ce qui était le cas ici. Donc, pour GPT-3, ça a coûté entre 5 et 10 millions de dollars que l'entraînement sur le supercalculateur. Et pour GPT-4, ils évaluent à 100 millions de dollars le coût d'entraînement. Sachant que plus de 50% du coût des supercalculateurs, c'est que le coût en énergie. Donc, ce n'est pas anodin aussi l'impact carbone de l'intelligence artificielle. Alors, comment il est entraîné, ce modèle? Eh ben, on va présenter des mots. Alors ici, je n'ai pas mis 500 gigas de texte, j'ai mis le chat et roux, il y a 4 mots. Ça sera plus simple pour expliquer tout ça. Mais sur le principe, c'est exactement pareil. Et comment une machine, les mots, ça dit rien. Les machines, il faut des chiffres, ça reconnaît les chiffres. Donc on va numéroter ces mots, le chat et roux, et on va dire le c'est 0, chat c'est 1. Et c'est 2, et roux c'est 3. Donc là, on a donné un nombre à chaque mot, et on a bien converti des mots en nombres. On peut aller plus loin, on peut transformer ces mots en vecteurs unitaires. C'est ce qu'il y a dessous, la proposition 2. Et donc, on va transformer les mots en vecteurs. Donc, ils ont un nombre unique, et en plus, on va leur assigner 1 quand ça correspond à leur mot dans un tableau, et 0 sur tous les autres. Dans le cas de GPT-3, il y a 55 000 mots, ou tokens, différents. Donc dans les mots, il y a toutes les conjugaisons, les noms propres, les noms communs, etc. Tous les mots, point à la ligne aussi, virgule. On retrouve tout ça. Et donc par exemple, si on va sur le tokenizer, ici, si tu peux. Donc ça c'est un outil d'OpenAI. Donc j'ai écrit le chat et roux. Donc on voit que dessous c'est découpé en mots. Ça dit qu'il y a 5 tokens, donc il y a des mots, ils sont découpés en plusieurs tokens, mais en gros on va rester sur des mots. Et si je vais sur Token ID, voilà, là on a 293, 8537, 1556. Donc chaque token correspond à un chiffre. Et si je dis, si j'écris le bateau, par exemple, bateau, eh ben on retrouve d'autres tokens. Et le, c'est toujours 293. Voilà. Donc ça sera éternellement 293. Le. Merci. Donc voilà, donc on a transformé nos mots en vecteurs et maintenant on peut faire tous les calculs possibles et on peut faire l'entraînement. Donc comment entraîner notre intelligence artificielle, qui ici est un réseau de neurones artificiels, qui a une architecture particulière? Eh bien aléatoirement, le système il va prendre des phrases, il va enlever des mots et à partir des mots de la phrase, il va essayer de découvrir quel est le bon mot. Donc dans l'exemple ici, le chat est roux, on va dire il masque roux, donc le chat est. On sait que c'est roux, enfin voilà, mais il va essayer de deviner le mot. Donc il va tester le, il va tester chat, il va tester et, c'est pas bon, pas bon. Et comme disait Isabelle tout à l'heure, à chaque fois la machine elle va se corriger quand c'est pas le bon mot. Et quand c'est le bon mot, on va garder les paramètres, on va dire ok, bon, c'est un entraînement. Et on fait ça pendant 6 semaines sur 500 gigas de texte, d'accord, sur des supercalculateurs. Et on fait tourner, et le système il apprend après à prédire les mots dans une phrase. Donc cette fois, on a des mots qui sont représentés par des vecteurs. On voit pas bien, c'est pas grave. Ah oui, on parlait des dimensions, donc j'ai représenté, donc il y a 2 dimensions là, mais en fait, chaque vecteur mot, il est sur 12 288 dimensions. C'est-à-dire qu'une fois l'entraînement fait, chaque mot, il y a 12 288 nombres pour le caractériser. D'accord? On est sur des espaces très grands. Après, on ajoute en même temps que l'apprentissage, il y a ce qu'on appelle les mécanismes d'attention. C'est-à-dire que si je prends un interprète ou un traducteur, je lui demande comment on dit avocat en anglais, et il va dire ça dépend du contexte. Soit c'est avocado, c'est le légume, soit c'est lawyer, c'est le juriste. Et là, c'est pareil. En fait, dans la phrase, les mots ils vont être regardés par le système pour regarder le champ lexical autour et pour savoir si c'est un lawyer ou si c'est un avocado pour la traduction. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. On tient compte du contexte. Donc, GPT-3, le modèle derrière ChatGPT, on a un modèle de génération de mots qui prend une série de mots en entrée et il ajoute un mot qui remet en entrée pour rajouter un mot, etc. Et à chaque fois, on va rajouter un mot. Donc, on peut le voir sur le playground, ici. Si par exemple, je tape écrit une histoire commençant par... On va rester sur le même
thème, hein, le chat est roux. D'accord? 3 petits points pour le faire comprendre. On fait submit. C'est bon. Donc le modèle de langage, il écrit une histoire. Voilà, le chat est roux, ses poils sont d'une teinte flamboyante, etc. Et là, sur cette vue, si je clique sur le mot ou le token, on voit que il y avait 3,53% de probabilité qu'ils choisissent ce mot. Il y avait des mots qui étaient plus probables. Il y avait 1 à 36%, etc. Et pour créer de la variabilité dans ce qui est généré par le modèle de langage, il y a les cloches. Pour créer de la variabilité dans le modèle de langage, en fait, il va choisir aléatoirement un des mots les plus probables, un top 5, un top 10, etc. Et rapidement, en fait, vu que statistiquement, enfin, au niveau des probabilités, il choisit, voilà, là c'est le deuxième mot qui est choisi. Il voulait brillant, son, etc. Donc ça choisit au niveau probabilité. Passer. Merci. Donc maintenant, il faut transformer ce modèle de langage en chatbot. Donc comment on fait? Il y a des humains qui ont, avec ce modèle de langage, qui ont appris que quand on pose une telle question, il faut répondre de telle manière. C'est-à-dire il y a 40 annotateurs, ça s'appelle, c'est des êtres humains. Ils ont dit, par exemple, qu'est-ce que la fusion nucléaire? Et eux, ils répondaient, on a cherché sur Wikipédia en disant, etc., en disant qu'il faut répondre poliment, etc., comme un chatbot. Ils ont entraîné ce qu'on appelle une instruction model comme ça, et après, ils l'ont fait tourner tout seul, c'est-à-dire qu'ils ont estimé que le système était capable de s'évaluer lui-même si une réponse a été pertinente ou pas. Ils ont fait tourner ça, et après, ça a donné le chatbot. Donc, quelle manière on va répondre à des questions, etc. Donc, en conclusion, hein, ChatGPT, c'est pas intelligent au sens intelligence humaine pour nous, car il ajoute un mot qui est plus probable statistiquement. Voilà, dans un top. Et selon le contexte, il n'a pas conscience du sens global de ce qu'il écrit. C'est pour ça qu'il peut partir dans les hallucinations, etc. Donc si j'écris « je suis sorti à 9h du matin pour aller », il va sûrement compléter pour aller travailler, parce que au niveau probabilité, c'est ce qui semble le plus logique. Alors maintenant, on va parler du prompt. Donc le prompt, c'est comment on va parler à la machine et l'importance de ce prompt. C'est-à-dire que nous, on va parler en langage naturel, on va dire bonjour, écris un texte, écris un poème, écris un article, ou alors que sais-tu sur ça, etc. Mais il y a la manière de poser la question et la manière d'orienter. Donc déjà, on peut fixer un rôle à ChatGPT. Ça a été montré. Quand on dit à ChatGPT, maintenant tu es un romancier pour écrire un texte, maintenant tu es un journaliste, maintenant tu es expert en mécanique ou en physique quantique, etc., il donne les meilleures réponses que si on le laisse comme ça. Si on demande directement, j'aimerais avoir un article sur la physique quantique. Si on me dit, tu es un expert en physique quantique, écris quelque chose, il sera meilleur. Il faut fixer un contexte et contrôler la source. On va voir, c'est très important de contrôler la source. On peut choisir le ton employé. On peut dire c'est formel, c'est gai, c'est joyeux, c'est triste, etc. On peut choisir la forme de la réponse. Si on veut que ce soit sous forme d'un tweet, un article, sous forme de tableau ou même de fichier de JSON pour les informaticiens. Ce qui marche bien aussi, c'est décomposer un problème complexe en étapes. C'est-à-dire, au lieu de demander directement un calcul ou ce genre de choses, on lui dit, en mettant 10 étapes, 3 étapes, 4 étapes, de décrire. Et il arrive à la conclusion plus souvent et plus facilement que si on lui demande la question, si on lui pose la question directement. On peut donner des exemples de réponses dans la question. C'est-à-dire, on peut dire, j'ai un mail formel à écrire à la mairie, par exemple. Tu peux t'inspirer de ce type de mail, un mail qui a été envoyé avant, etc. Et il va créer le mail qu'on lui a demandé, mais selon le format qu'on lui aura présenté. Ça va l'aiguiller dans sa génération. Et après, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle API, où là, on va commander directement le moteur avec des choses qu'on peut cacher à l'utilisateur. Donc, un petit exemple. Alors, je ne sais pas si certains se rappellent ici de L'Homme du Picardie, une série des années fin 60. Même moi, je suis trop jeune pour l'avoir connu. Il y a eu des rediffusions. Ça n'a pas laissé un souvenir mémorable. C'était quelqu'un sur sa péniche qui, voilà, il avait des aventures avec sa famille. C'était pas très palpitant. Donc là, je demande à ChatGPT, je dis écris un article sur L'Homme du Picardie. Et là, il part dans ce qu'on appelle. Alors là, on est vraiment dans l'hallucination, c'est-à-dire que il met un titre, à la découverte de l'homme du Picardie, un héritage culturel énigmatique, donc déjà c'est bizarre comme titre. Et ça dit que l'homme du Picardie, en gros, ça explique que c'est un homme préhistorique qui vivait il y a 200 000 ans dans la Picardie, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui a demandé.
C'est une hallucination totale, il n'y a pas de dôme du Picardie pour les paléontologues, etc. Ils disent que c'est archéologique aussi, alors 200 000 ans avant notre ère, enfin on est en plein délire. Donc c'est un personnage énigmatique dont l'existence remonte à plus de 200 000 ans. Voilà. Donc on est dans l'hallucination pure et dure. Donc ça, c'est faux. Pour Frédéric. Par contre, si on lui dit « Explique-moi la série L'Homme du Picardie », donc là, on oriente déjà un peu plus, et il va nous expliquer que L'Homme du Picardie, c'est une série télévisée française qui a été diffusée pour la première fois en 1968. Ça, c'est vrai. Tout le reste, c'est faux. C'est-à-dire, cette série n'a pas été créée par Jacques Hertaut, elle n'a pas été diffusée en noir et blanc. La série, elle se déroule dans la région de la Picardie, pas du tout, c'est en Seine-et-Marne, dans le nord de la France, et ça raconte l'histoire d'un marin pêcheur. Enfin, rien à voir, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout l'histoire. Ça parle même de. J'ai une version où Belmondo était acteur dedans, etc. Donc là, il raconte une série. Si on connaît pas la série, si on connaît rien, on vous demande par exemple un devoir sur l'homme du Picardie, je sais pas, un professeur un peu. Professeur un peu vicieux, et ben on va sur ChatGPT, on dit écris mon devoir sur l'homme du Picardie, il fait un beau devoir, hein, les phrases elles sont parfaites, le vocabulaire, l'orthographe, c'est tout faux, voilà, c'est magnifique. Donc il faut faire attention. Par contre, ce que j'ai fait, alors c'est un peu petit, je suis désolé, on peut orienter le prompt totalement, c'est-à-dire, je suis un peu embêté, merci. Alors, sur le prompt, on va lui dire « Tu vas jouer le rôle d'un expert des séries françaises du XXe siècle pour écrire un article sur la série L'Homme du Picardie. Pour rédiger cet article qui aura comme fond la tranquillité de la vie en France à la fin des années 60, tu utiliseras un style un peu moqueur à cause du décalage entre la lenteur de la série, qui était très lente, et les standards modernes. Pour rédiger cet article, tu utiliseras la source suivante, entre guillemets, et uniquement cette source. » Et là, on met l'article Wikipédia. C'est-à-dire que je suis allé sur Wikipédia. Donc j'ai mis ce qui est écrit, et après j'ai fait copier-coller de Wikipédia, d'accord ? Et donc il va utiliser comme source l'article de Wikipédia que j'ai même pas lu, pour faire le résumé. Et après le résultat, voilà, le résultat il est à droite, et là ça écrit L'Homme du Picardie, donc ça a mis les années 60 en France, une époque de tranquillité et de calme, où le temps semblait s'écouler au rythme d'une péniche glissant paresseusement sur les canaux. Donc fait son style, c'est un peu l'ode à la lenteur, voilà, etc. Toutes les infos qu'il y a dedans, elles sont vraies. Il y a même des citations. Quand il dit les joies et les peines d'une famille française, qui est entre guillemets, ça revient directement de l'article de Wikipédia qui dit que ça explique les joies et les peines d'une famille française. C'est-à-dire que là, il a pris la source, il a pris les informations, il a tout digéré. Il a même compris qu'il y a eu 40 épisodes de 13 minutes et que ça a été reformaté en épisode de 40 minutes quelques années après pour faire des plus longs formats. Tout ça, c'est dans l'article. Alors, il est beaucoup plus long que ça. Et ça a écrit un article où tout ce qui est dedans est rigoureusement vrai, avec un style un peu moqueur, un peu original, sur l'homme du Picardie. Donc, on est passé de quelque chose qui était totalement faux, l'homme préhistorique, après un article faux sur la série, à quelque chose qui est pertinent, avec un style, un titre, etc. Alors, après, on peut aller plus loin. On dit, tu es maintenant expert en réseaux sociaux et tu vas faire la promotion de cet article dans un tweet accrocheur pour donner envie aux gens d'aller lire l'article. Le lien de l'article sera Homme du Picardie, voilà, j'ai inventé un lien. Et tu ajouteras les hashtags, etc. Et ceux que tu estimeras utiles. C'est-à-dire, j'ai dit, tu peux rajouter des hashtags. Et là, il crée donc un tweet dessous où il met « Découvrez le charme hypnotique de la France des années 60 à travers les canaux de la lenteur exquise de l'Homme du Picardie. Embarquez dans notre voyage rétro sur le lien. Et une péniche, une famille et une dose d'humour. » Donc pareil, donc, on peut lui demander d'aller plus loin. Enfin, juste une dernière chose, le prompt c'est aussi utile pour les IA génératives en images. Alors je vais faire très rapide, là je ne peux pas faire en live parce que c'est un peu plus long à générer des images. Mais à gauche j'ai demandé au motorbike, donc juste une moto à l'IA générative, donc c'est Stable Diffusion XL dans ce cas-là. Et sur l'autre, j'ai demandé, vous voyez, il y a un prompt positif, c'est-à-dire c'est ce que je veux, avec énormément de détails, le film, le style de photo, le coucher de soleil, etc. Et il y a même un positif prompt. Donc un positif prompt, c'est ce qu'on veut, et un négatif prompt, c'est ce qu'on ne veut pas dans l'image. Donc on met tout ça et on voit la différence entre les deux images. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Je pense que maintenant on a compris qu'il fallait écrire avec un peu de précision si on veut avoir une réponse avec précision.
Et tu as fait découvrir aux nouvelles générations l'homme de Picardie. C'était audacieux. C'était audacieux. Et on va attaquer avec Maigret. Voilà, on va parler économie. Et d'ailleurs, je voudrais juste ajouter par rapport à ce que tu disais, le modèle économique de ce qu'on vient de voir. ChatGPT, vous pouvez le tester en ligne, c'est gratuit. Mais vous avez un modèle payant qui vous permet d'avoir des résultats beaucoup plus performants et aussi d'avoir une recherche en fait en direct sur Internet. Et là, ce que disait Alexandre également par rapport à un logiciel que vous connaissez qui s'appelle Photoshop, qui sert à retravailler les images. Photoshop a intégré de l'intelligence artificielle sur la retouche d'images et dans les actualisations que vous avez pu réaliser sur Photoshop, en fait, c'était dans le prix que vous payez habituellement. Depuis quelques jours a été annoncé par Photoshop et d'autres éditeurs de logiciels qu'ils vont faire payer l'intelligence artificielle et que pour avoir ces services-là, ce sera un plus qu'il faudra payer en plus du logiciel traditionnel. Donc il y a une vraie valorisation parce qu'ils ont vu, et je n'ai pas le nombre exact, mais c'était en millions de requêtes pour faire des photos, et donc ils ont vu qu'il y avait un vrai business là-dessus. Et il y a un autre business aussi, parce que sur Sophia Antipolis, on a beaucoup d'entreprises, et on a une belle entreprise qui est celle d'Alan Ferbach, qui s'appelle Videtix. Et Alan, c'est une des pépites en fait de la Côte d'Azur. Alan fait partie aussi de la French Tech Côte d'Azur et souvent avec nous sur les salons. Je voudrais demander à Alan si tu veux bien venir et présenter ton savoir, ton savoir-faire et les innovations que tu peux nous proposer au service des territoires. Je vais passer derrière toi. Donc bonjour à tous, bonjour monsieur le maire, bonjour Marco, merci en tout cas pour l'invitation. Ça me fait plaisir justement de revenir sur Breil-sur-Roya. Il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais à Breil-sur-Roya et notamment dans cette salle-là parce qu'il y avait le trail de Breil-sur-Roya. Je me souviens manger d'excellentes pâtes justement dans cette même salle. Alors j'étais dans un état bien plus compliqué que maintenant, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de revenir ici. Donc on va parler d'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle au service justement des territoires. Donc très rapidement sur ce qu'on fait, nous on propose des solutions d'analyse vidéo. Donc en fait on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection qu'on va trouver principalement dans les collectivités, mais qu'on va aussi retrouver dans des entreprises privées, dans des bâtiments. Et en fait le constat qu'on a fait, c'est que 90% des flux qui sont générés par ces caméras sont tout simplement jamais utilisés. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opérateurs derrière, puis il n'y a pas forcément en fait, d'intérêt. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est transformer cette caméra-là en capteur. Parce que tous ces pixels qu'on n'utilise jamais, ça va nous permettre de faire du comptage, de faire des statistiques, de comprendre comment, justement, les citoyens, vous utilisez l'espace public pour pouvoir, justement, aménager le territoire et améliorer et rendre les villes plus inclusives, etc. Donc, parlons, justement, d'intelligence artificielle appliquée, justement, au territoire. Donc au niveau de l'introduction, déjà, on parle souvent d'intelligence artificielle et il va y avoir un contraste entre l'intelligence artificielle qu'on appelle les IA faibles et les IA fortes. Ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on appelle justement les IA fortes. C'est celles qui généralement nous font peur parce qu'ils ont une conscience, ils ont des émotions, ils vont essayer de contrôler justement l'humanité. On aurait pu mettre Terminator, on aurait pu mettre Skynet, on aurait pu mettre beaucoup de choses. Un des derniers films que je suis allé voir, et c'était compliqué pour moi de rester sur ma chaise vraiment sans m'énerver, c'était Mission Impossible, où justement, en fait, ils nous font croire que l'IA va être surpuissante et faire des choses, parce qu'il y a une chose qui est actuelle et qui est factuelle actuellement, c'est que l'IA forte n'existe pas. L'IA qu'on déploie actuellement fait une seule chose. On a parlé justement d'une IA qui est capable de générer des images. On a parlé de ChatGPT qui peut générer du texte. Nous, les IA qu'on utilise, donc c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le deep learning. Elle détecte des objets. Et encore, quand je dis qu'elle détecte des objets, pour l'instant, on lui a dit tu détectes des personnes, des véhicules et des bateaux. Si on lui met un chat, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Et au mieux, elle me dira je pense que c'est une personne. Voilà. Parce qu'elle ne peut pas penser d'elle-même et dire ah, c'est une nouvelle classe d'objets. Je pense que ça doit être tel type d'objet, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas continu et elle sait faire qu'une seule chose. Si je prends un parallèle, quand j'étais justement en classe de technologie il y a quelques temps, on nous avait montré un ordinateur ou même aussi des calculettes. Déjà c'était Texas Instruments qui était là. Et ce qu'il nous disait c'est est-ce que vous pensez que c'était intelligent ?
Et nous, tous dans la classe, on dit bah oui, c'est super intelligent. Et nous, on est en train d'apprendre à faire 2+2, etc. Les tables de multiplication, des fois on se trompe, elle se trompe jamais. Donc on était persuadés que c'était ça l'intelligence en fait. Et il a dit bah ok, bah, je prends l'ordi, je le prends par la fenêtre, je vais le jeter, etc. Et il s'est à aucun moment débattu, etc. Est-ce que vous trouvez que son comportement à ce moment-là est intelligent? Enfin, bah non, nous on n'aurait pas eu ce comportement-là, on serait défendu ou autre. Et donc en fait, c'est tout le sujet, et souvent on les a abordés dans les conférences d'Europia. L'intelligence artificielle, c'est une mauvaise traduction qui est arrivée justement des États-Unis. Intelligence en anglais, ça ne veut pas dire intelligence en français. Quand vous entendez parler de la CIA dans toutes les séries américaines, Intelligence Agency, c'est pas l'agence de l'intelligence, c'est l'agence des renseignements. Donc en fait, c'est ces renseignements-là qui sont artificiels. Et si on prend le parallèle à ce qu'il y avait il y a des années en arrière, les seules informations qu'on avait, c'était nos sens. Maintenant, avec le numérique, on a de plus en plus d'informations. On voit justement, grâce à la prod, qu'on arrive à être à plusieurs endroits en même temps, à avoir justement des retours vidéo ou autres. Et ça, maintenant, on va dire le cortex humain ou notre cerveau est limité en quelque sorte. Nous, on est très bon, je pense, pour tout ce qui est situation, intelligence émotionnelle. Et il faut réussir à travailler avec les IA qu'on est en train de déployer maintenant. Nous, par exemple, on travaille beaucoup avec des opérateurs de police, donc la police municipale, la gendarmerie, la police judiciaire. Eux, pour moi, leur intelligence, elle n'est pas à regarder des écrans. Par contre, l'intelligence artificielle, elle ne se fatigue pas, elle regarde les écrans et elle remonte les informations pertinentes aux opérateurs, aux élus, et c'est eux qui vont prendre la décision. Et ça a été dit justement, c'est important de garder l'humain au centre des décisions qui vont être prises. Donc au niveau des différents champs d'application qu'on a la capacité, en fait, ça peut appliquer à tous les champs. J'en ai pris quelques-uns, ça a été déjà évoqué, par exemple, tout ce qui est autour de la santé, donc au niveau de la radiologie. J'ai entendu par exemple hier dans une news qu'il y a un hôpital qui a utilisé l'IA pour tout ce qui est radiologie et ils ont réussi à désengorger les urgences de 27%. Donc c'est un premier pas et je pense que ça va justement de plus en plus évoluer. Au niveau de la mobilité et du transport, là, on entend beaucoup de navettes autonomes. Pour l'instant on est au début et c'est que sur des sujets. Je sais que justement à Mandelieu, il y a un projet d'avoir la navette autonome qui est en cours. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont aussi pouvoir améliorer la façon de travailler. Et c'est vrai qu'en discutant avec Alexandre, de ce que j'ai compris, il y a des problématiques de bus aussi sur l'arrière-pays niçois. Et en réponse, justement, le bus n'est pas un taxi. Potentiellement, des navettes de ce type-là peuvent faire du sur-mesure, entre guillemets, aller chercher les bonnes personnes au bon moment. Et améliorer la synergie qu'il peut y avoir justement entre les différents services d'une métropole ou d'une collectivité. Et après, dernièrement, donc, il y a aussi l'agriculture. On va plus en plus de faire l'agriculture sur mesure. On parlait justement de la météo. On voit bien qu'avec le dérèglement climatique, les années ne se ressemblent pas, ou en tout cas sont de pire en pire, entre guillemets, sur la partie chaleur et autres. On va pouvoir utiliser l'IA pour essayer de prédire soit ce qui va se passer, ou vraiment faire du sur-mesure, parce que même sur une parcelle de terrain, la partie hygrométrique, la partie ensoleillement ou autre, va totalement changer d'une parcelle à l'autre. Et donc ça, on va pouvoir faire quelque chose de plus précis avec l'IA. Là, je vais me focaliser plus sur qu'est-ce qu'on peut faire avec l'analyse vidéo. On peut faire encore plus de choses, mais nous, c'est par exemple ce qu'on adresse. On va travailler sur des sites privés, donc des sites industriels, où là, en fait, on va protéger, par exemple, les collaborateurs. EDF, Suez ont des collaborateurs qui peuvent des fois se mettre en danger, donc ils ont ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle, donc ils ont un casque justement sur le chantier, ils ont des gilets. Nous, on va pouvoir valider qu'ils aient bien ces casques et ces gilets, et si jamais il y a une de ces personnes qui se met en danger, on va pouvoir déclencher un gyrophare pour le prévenir qu'il est en train de se mettre en danger, parce que potentiellement, il est en train de se rapprocher soit d'une zone qui est non piétonne parce qu'il n'y a que des gros engins qui doivent passer, soit d'une machine par exemple qui est sous tension. Suez par exemple aussi, ils ont des sites, donc c'est des organismes d'intérêt vitaux, donc c'est entre guillemets, je ne veux pas vous faire peur, mais les prochaines attaques terroristes, ça ne va pas être ce qu'on a pu connaître, ça va être plutôt sur l'électricité, sur l'eau, etc., sur vraiment nos ressources. Et donc du coup, protéger ces organismes-là, c'est super important.
Et là, actuellement, il y a des opérateurs qui sont isolés et qui protègent plusieurs sites, par exemple, sur la région. Et nous, notre but, c'est d'utiliser l'IA pour pouvoir protéger cette personne-là. On a déployé un système, notamment avec le milieu de la défense, où on a la capacité de récupérer, entre guillemets, ce qu'on appelle, nous, le squelette de la personne, savoir si on est debout, assis, accroupi. Et là, on est en train de le déployer justement dans le monde civil, savoir si une personne est victime d'une chute ou d'un malaise ou qui est en train de se faire braquer, on doit remonter une alerte en temps réel pour protéger cette personne-là. Et récemment, on a déployé ça dans un EHPAD à Nancy et très prochainement, je l'espère aussi, dans un EHPAD à Mandelieu pour pouvoir protéger justement les citoyens. Au niveau des autres cas d'usage, donc je dis qu'on pouvait détecter des bateaux, on protège par exemple le parc national des Calanques ou les parcs nationaux donc des îles de Porquerolles, où en fait il y a des zones de non-prélèvement, donc en fait c'est tout simplement interdit de pêcher parce qu'il y a des espèces qui sont protégées. Si un navire reste plus de tant de temps à un endroit, on renvoie l'information. Là encore, c'est pas nous et c'est pas l'IA qui va dire c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal, c'est les gardes-côtes qui eux vont avoir l'intelligence humaine, l'intelligence situationnelle, la connaissance de leur métier pour savoir si c'est juste un plaisancier qui s'est entre guillemets arrêté au mauvais endroit ou si c'est quelqu'un qui est en train de braconner et justement pêcher à un endroit qui est interdit. Et après, sur les différents sites privés, je passerai peut-être juste sur l'université Mohamed VI. Donc c'est l'université qui est à Ben Guerir au Maroc, où en fait c'est un bâtiment intelligent. Et ce qui est intéressant, c'est quand je vous parlais de la caméra, on l'utilise comme capteur. On va utiliser la caméra exclusivement pour compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, pour savoir où à peu près ils sont positionnés. Et on envoie cette information à ce qu'on appelle la GTB-GTC, en fait c'est la gestion du bâtiment, ce qui permet de contrôler la climatisation, le chauffage et la luminosité en fonction de vraiment l'usage qu'on en a du bâtiment. On a bien vu avec le Covid, il y a eu beaucoup de full remote, enfin de télétravail à temps plein pendant un moment. Bah, les chauffages, la climatisation a continué à fonctionner comme d'habitude, alors que potentiellement on aurait pu optimiser justement les choses. Et un dernier exemple, c'est par exemple ce qu'on a fait avec la ville de Paris, où quand je parlais justement de comprendre comment le citoyen utilise l'espace public, en fait, si vous regardez en haut à gauche, on a ce qu'on appelle, nous, des cartes de chaleur. Donc, en fait, c'est des trajectoires et on a la trajectoire, en fait, des personnes. Et en fait, on peut voir qu'on est bien en France parce qu'on a tendance à pas forcément très bien respecter le passage piéton. Et en fait, on voit qu'il y a pas mal de... Sur ce croisement-là, il y a beaucoup de personnes qui viennent directement croiser un endroit qui est justement potentiellement dangereux parce que c'est directement un rond-point. Et quand on a présenté ça à la ville, ils ont dit bah voilà, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on sécurise. Contrairement à l'autre passage piéton qu'on voit d'un autre côté, qui est plutôt extrêmement bien respecté, puisqu'il est en ligne droite et il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc voilà un peu sur les cas d'usage qu'on peut utiliser avec de l'analyse vidéo par IA. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça montre aussi tout le côté recherche que tu peux mettre en place et toute cette recherche, parce que derrière, il y a quelques années de recherche et de développeurs et de travail qui, en fait, montrent des choses qui sont évidentes, mais que tu vas pouvoir aider, en fait, avec toute cette recherche, de nous les amener sur un plateau, on va dire, et de pouvoir agir immédiatement dessus. Et on voit que tu parles de la sécurité des personnes aussi. Tu n'as pas parlé de... J'étais avec Pascal Stassini la dernière fois de Saint-Paul, et d'ailleurs il te remercie d'avoir installé un système à Saint-Paul-de-Vence, pour savoir le nombre de personnes qui rentrent dans la vieille ville de Saint-Paul-de-Vence, et voir la fréquentation, et ça a permis... Il me racontait que ça a permis de voir les flux, de savoir lorsqu'il y a en fait des manifestations, les gens qui viennent plutôt vers 17h. Donc ce qui est évident en fait, hein, si tu mets quelqu'un qui compte, mais toi tu peux rendre ça, et on voit que là l'intelligence artificielle nous aide. On arrive à la fin de cette IADET et on arrive maintenant aux questions. La fameuse session de questions. Alors j'en ai une déjà tendre, mais est-ce que vous, à Breil, vous auriez déjà une question à nous poser à nos intervenants et aussi, pourquoi pas, à Monsieur le maire ou pourquoi pas à Marco? Madame, est-ce que tu peux? Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. C'était absolument passionnant. Donc, je pense que vous nous avez donné vraiment une belle
une belle vision de ce qui est possible, ce que ça pourra apporter. Est-ce qu'on pourrait juste s'attarder un tout petit peu plus sur les sujets qui inquiètent beaucoup de monde? Donc notre possibilité de pouvoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, notamment dans le domaine, par exemple, des médias sociaux, des informations qu'on reçoit en tant que citoyen, du potentiel de trafiquer des images, de trafiquer des informations, et donc la perte de comment est-ce qu'on peut dire, la perte de croyance dans les institutions, les experts, les journalistes, les professionnels. Donc cette tendance qu'on voit dans la société d'aller de plus en plus vers le complotisme, est-ce que ce n'est pas alimenté, est-ce qu'il n'y a pas un danger que c'est alimenté par l'IA, et comment on peut collectivement prévenir, travailler plus sur la réglementation, etc. Voilà. Merci pour cette question qui est fondamentale. Hein. S'il y a bien un danger, notamment sur les IA génératives, c'est l'histoire des deepfakes. C'est-à-dire, on offre la capacité avec les IA génératives, on offre un outil à chacun pour augmenter sa créativité. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas dessiner, quelqu'un qui ne sait pas photographier, quelqu'un qui ne sait pas écrire, va avoir un outil qui va énormément l'aider. Et il suffit qu'il garde un imaginaire important pour que ça l'aide. Le revers de ça, c'est que ça génère extrêmement facilement du contenu. Et donc, quand on a du contenu généré facilement, eh bien, on va avoir tendance à plus savoir très bien ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que quand on parle de deepfake, on peut aussi parler d'hyper-réalité, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à distinguer ce qui est artificiel de ce qui est réel. Alors oui, il y a ce danger. Oui, c'est un mauvais usage de l'intelligence artificielle. Mais non, c'est pas ce qui a mis à bas le journalisme, c'est pas ce qui a mis à bas le politique. C'est le numérique, malheureusement, est passé avant l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on a démocratisé la circulation d'informations avec les réseaux sociaux, on a aussi mis en danger ce qu'on appelle basiquement le top-down, c'est-à-dire d'avoir des institutions validées qui vont faire un vrai travail et qui vont retransmettre l'information. On est rentré dans l'ère de la conversation de comptoir. C'est-à-dire ce que vous entendiez au bar du coin un peu tard en soirée, désormais c'est ce qui circule le mieux sur Internet. Mais c'est pas l'IA qui a provoqué ça, hein. C'est la facilité à laquelle on a fait circuler l'information. L'IA risque de l'aggraver. Mais qu'est-ce qui risque de se passer aussi? Et la semaine dernière, on avait l'école de journalisme de Cannes qui était à la Maison d'intelligence artificielle. C'est que les journalistes vont devoir reprendre le pouvoir parce que nous allons avoir besoin d'informations fiables. Et donc, si les journalistes ne maîtrisent pas eux-mêmes ces outils, ils vont pas pouvoir lutter contre le complotisme, lutter contre des gens malveillants qui auront fabriqué une fausse information. Hein, vous avez vu tous vos quotidiens à l'heure actuelle, ils ont développé le fact-checking. Ça, c'est une première réponse. Hein, vérification des faits par des journalistes. Mais ça vient en réponse à une rumeur. Il faut à tout prix que nos journalistes s'emparent de ces outils pour pouvoir être en réponse de ces attaques en fausse réalité. Souhaites-tu... Tu as fini ou... J'ai fini. Mais... Ok. Celui qui marche, peut-être. Tu veux rajouter quelque chose? Madame, toute nouvelle technologie que l'homme a mis dans notre monde a toujours eu des problèmes. Récemment, non, il y a 10 ans, pas récemment, je me suis fait opérer avec les lasers parce que je n'étais pas plus capable de lire les journaux. 4 secondes, tac, tac, les lasers. Une technologie avec laquelle on peut faire une arme létale. Mais dans le même temps, il m'a donné la possibilité, maintenant, je n'utilise plus des lunettes. Je dis ça parce que
c'est à nous, et c'est la raison pour laquelle on cherche de faire comprendre l'importance de connaître, d'être vraiment là à se questionner quand même de l'utilisation que nous on fait. Mais on ne peut pas arrêter la recherche, on ne peut pas arrêter le développement. L'homme est fait pour chercher de comprendre, de savoir. C'est notre ambition, c'est notre destin de chercher de comprendre de plus en plus. Et on a des risques. Imaginez-vous le moment qu'on a fait la bombe nucléaire. Ça, c'était une avance formidable dans la technologie. Aujourd'hui, en France, la plus grande partie de l'électricité est faite avec l'énergie nucléaire. Mais il faut la comprendre, il faut la maîtriser, il faut la contrôler. Ce sera la même chose pour l'intelligence artificielle. Et je vois qu'il y a une similarité très forte entre les moments qu'on a eu la bombe nucléaire, la découverte de l'énergie nucléaire. Et on a eu besoin des accords au niveau mondial pour être sûr de la maîtriser. Sûr. Vous savez, il y a toujours des fous. On les voit aujourd'hui encore, malheureusement, dans notre monde, 2023. Et il y a quelqu'un qui dit, on risque d'aller à utiliser encore la bombe nucléaire. Et là aussi, il faudra que sur l'intelligence artificielle, on va avoir des accords. Et l'Union européenne est la première qui a commencé à faire des réflexions très fortes sur ça. Récemment, il est sorti ce qu'on appelle le European AI Act, exactement pour arriver au cœur de cette question. Comment la contrôler? Mais ce n'est pas que l'Europe, il faudra l'Amérique, il faudra les États-Unis. C'est toute une démarche qu'il faut faire, mais il faut y arriver. Parce qu'on n'arrivera pas à l'arrêter. Et Alain disait que maintenant on est sur une intelligence artificielle faible. C'est vrai. Mais bientôt, avec les quantum computers et avec les milliards de données que l'IoT va nous donner, on arrivera à avoir peut-être pas la IA forte avec une certaine conscience, mais une IA forte sur laquelle il faudra que l'homme commence à réfléchir de quelle façon la contrôler et la savoir maîtriser. La question de Tand, en fait, suit un peu votre question, madame, puisque n'y a-t-il pas un risque de régression intellectuelle de l'être humain si les IA ont appris à faire des choses à sa place? Est-ce que ça enlèverait pas l'habitude à l'homme de réfléchir par lui-même? Donc on voit qu'on se pose un certain nombre de questions par rapport à cette intelligence. C'est très bien que tu répondes, Anne, parce que j'ai bien aimé ton introduction de dire que le mot intelligence n'est pas le même en français qu'en anglais. Et là, on voit bien qu'on arrive sur ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous aider? Quel est ton sentiment par rapport à ça? Je pense qu'on a eu un débat comme ça une fois à table avec justement d'autres personnes qui venaient en plus du Canada, donc c'était intéressant d'avoir leur point de vue. Et justement, quand on disait, en fait, l'IA, elle va, entre guillemets, peindre à notre place, faire justement mid-journée, du coup, vous pouvez faire des images, puis là, il commence à y avoir des algorithmes qui vont vous permettre de faire un mini-film. Donc là, il va commencer à y avoir des courts-métrages, et on va pouvoir faire des courts-métrages en une petite journée, peut-être, en étant dans sa chambre, là où maintenant, actuellement, pour faire un court-métrage, il faut quand même des moyens importants. Et du coup, on se dit, si l'IA va faire ça, nous, on va perdre en compétences. Mais si on le voit de l'autre côté, en fait, ça va réduire les inégalités. Et il y a peut-être une personne qui est justement à Breil-sur-Roya ou en Inde et qui a juste accès à un ordinateur portable qui, avec son imaginaire et son imagination, va pouvoir créer des courts-métrages, créer des choses. Et c'est toujours quand même l'input, ce que nous on donne, c'est toujours l'humain qui le donne. Et je pense que ça va permettre d'améliorer justement le niveau de compétence, parce que là actuellement, entre guillemets, il y a certaines personnes, de scénaristes ou autres, si je reste dans le milieu du 7e art, qui ont cette place et qui sont justement adulés et vus comme justement des personnes qui sont brillantissimes, mais ils sont dans un milieu qui est assez fermé, on va dire. Si par contre on ouvre cette capacité de pouvoir créer des courts-métrages ou des films au monde entier,
bah en fait, s'il faut, on va se rendre compte qu'ils sont pas si bons que ça. Et il y a bien meilleur en fait dans le monde. Donc, moi, je préfère voir ce côté optimiste-là des choses. Et c'est toujours nous qui donnons l'input à la chose. Donc, c'est toujours nous qui créons ce que l'IA va produire. Il y a toujours cette peur en fait de perte, enfin je dirais même de perte d'emploi, en disant l'IA va remplacer. Là, tu es en train de dire que l'IA peut remplacer un certain nombre d'actions, de professions. Pour moi, l'IA est un outil. Il y a quelques années, alors justement, je préfère le dire en avant, j'ai pas réussi à voir si c'était une fake news ou pas, mais en tout cas à regarder si c'était la vérité. Mais j'ai vu que sur un journal, dans les années 1900 et quelques, quand la calculette est sortie, donc peut-être toi, tes instruments, tu avais l'info, il y a des professeurs de maths qui sont descendus dans la rue en manifestant, en disant c'est de la triche. En fait, il faut qu'on puisse faire des calculs au niveau mental. C'est de la triche d'utiliser un outil comme la calculette. Je pense qu'on est exactement la même chose. Là, il y a justement des profs qui sont descendus dans la rue pour dire ChatGPT, c'est de la triche, etc. C'est un outil comme un autre. Et il faut apprendre à travailler avec cet outil-là pour pouvoir s'en servir. Et justement, il faut le comprendre d'abord pour pouvoir agir. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Je ferai le parallèle avec la révolution industrielle, où on a eu des machines qui ont remplacé en fait des actions humaines, mais donc ça, effectivement, des métiers ont disparu, mais ça a fait grandir d'autres métiers, et c'est une évolution. C'est une évolution de notre société. Marco, tu veux peut-être intervenir dessus? Dans les années 60, j'étais jeune homme, et j'ai travaillé dans les champs, dans mon village, avec mon grand-père. Un jour, ils sont arrivés ces grandes machines, que tout d'un coup, il arrivait à couper les graines d'une façon très simple et très vite. Et je me rappelle encore mon grand-père, qui m'a dit « Marco, c'est fini, on n'aura plus de travail, parce que les machines, ils vont faire tout. » Bon, certainement, on ne va plus faire ce travail. Mais il y a eu un changement de façon de travailler, qui sera la même chose pour l'intelligence artificielle. Si on peut mettre dans une liste tous les nouveaux types de travail que l'IA ou les nouvelles technologies vont générer, c'est une liste énorme. Mais il y a un problème, que la technologie fait comme ça. Il va à une vitesse exponentielle. Mais nous, et surtout les entreprises, ils ne vont pas à cette même vitesse. Il y a un gap entre la demande des spécialistes dans les différents secteurs et ce qu'on peut vraiment offrir. C'est la raison pour laquelle on a créé la maison de l'IA. Parce qu'il faut partir de nos jeunes, des collèges, pour les préparer le mieux possible à ces nouvelles technologies. Et c'est le rôle des parents, des grands-pères, de les inciter, et surtout les femmes. Vous savez qu'il n'y en a que 9% des femmes qui sont dans les nouvelles technologies. Nous, on a fait 3 conférences au niveau, quand même, avec la Commission européenne, pour chercher de comprendre pourquoi. Et il y a une culture qu'il faut abattre. Parce que dans la famille, beaucoup de fois, on dit « Ah, la femme, non, elle n'est pas faite pour la technologie. » Et c'est comme si vous avez des mines d'or, l'homme, les hommes qui sont là, et l'autre, les femmes qui sont là aussi, mais qu'on est en train d'exploiter seulement la partie des hommes. C'est une grande erreur. Parce que l'intelligence artificielle, surtout toutes les nouvelles technologies, il aura encore plus besoin de femmes. Je pense qu'il va donner beaucoup plus d'emplois. Mais il faut se préparer. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut commencer, il faut des politiques. Et nous, on a vraiment ici notre président Ginesy qui est vraiment à cette vision. Il cherche de la mettre fortement en évidence, de dire qu'il faut commencer à partir des collèges à préparer nos talents. Si on ne fait pas ça, on se retrouvera alors aussi dans une situation où il n'y aura pas les types de talents qui seront nécessaires pour développer et pour agir dans les nouveaux mondes de l'intelligence artificielle. Merci Marco.
On arrive à la fin de cette IADET. J'espère que... Il y a une question. Il y a encore une question. Allez, la dernière question. Et le monsieur, il est pointu, attention. Moi, j'ai déjà commencé. Ah ben. Oui, d'abord, un grand merci d'être là, parce que ça m'a permis de concrétiser dans ma tête ce que je pensais un peu. Je trouve que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un mélange entre Orwell 1984 et Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. C'est à peu près ça quand même. Hein. Disons que moi, Sapiens de base, je vais servir à quoi? Parce que nous, quand on communique que par nos émotions. La communication, c'est 80% d'émotions. Si vous êtes devant un ordinateur, vous communiquez pas, vous êtes informé. Alors, le problème, c'est que, et vous l'avez très bien dit, hein, parce que dans vos exposés, il prend toujours le modèle. Alors, déjà, quand c'est gratuit, c'est moi le produit. Hein. Tout à fait. Voilà, d'accord. Mais en dehors de ça, il va surtout déclencher chez tous les humains, puisqu'on va tous s'en servir, des synchronicités, c'est-à-dire, la quantique, les synchronicités, on sait comment ça marche maintenant, on les met en équation, c'est rien. Hein, bon. Et c'est-à-dire qu'en réalité, on va s'auto-induire un comportement. C'est de la modélisation. Oui, non, mais que les machines elles modélisent, c'est pas grave, hein, s'en fout. Mais nous, les humains, on est en train de nous modéliser, c'est pour ça que moi, Sapiens de base, je sers à quoi? Comment, avec mes émotions, comment nous, avec nos émotions, on va pouvoir combattre un truc pareil. Parce que d'être fliqué tout le temps, je sais, je suis tout le temps, mais bon, voilà, j'arrête. Vous qui êtes dedans, et vous qui êtes jeunes, là, particulièrement, parce que ça c'est important, hein, le plus jeune, et vous, madame, aussi, parce que les femmes, c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Hein, c'est Sapiens femme, féminin, ça n'a pas la même, c'est beaucoup plus puissant. Hein. Comment nous épargner ça? Merci. Merci, monsieur. Merci pour cette question qui est plutôt complexe. Hein, donc, vu qu'on a 3 minutes maintenant pour conclure, merci, Isabelle. Je vais essayer de rester. Je voulais déjà terminer sur l'autre sujet. On a gagné avec la technologie beaucoup de temps libre. Hein, tu parlais de ton grand-père, je pourrais parler de mon grand-mère. Elle était cultivatrice, elle faisait de l'horticulture et c'était un métier où elle y passait ses jours et ses nuits. Et de moins en moins d'entre nous, y passons nos jours et nos nuits au travail. Hein. Donc le temps de loisir a énormément augmenté avec ces technologies. Après, vous dites, et c'était vrai, très vrai pour le numérique, ce qui est gratuit, on en est le produit. Aujourd'hui, on est plutôt des éducateurs. C'est-à-dire que ce qu'on demande de nous, ce qu'attend l'intelligence artificielle de nous, c'est qu'on vienne l'éduquer. Et donc on s'est transformé en produit, on va en être les consommateurs, ça c'est sûr, plutôt en professeur d'intelligence artificielle. C'est nous qui disons à ChatGPT, j'aime bien ta réponse, je l'aime pas. C'est nous qui disons, quand on n'est pas un robot, on dit à des images sous Google, ça c'est une cheminée, ça c'est une cheminée, ça c'est pas une cheminée. Donc on nous a transformés en éducateurs d'intelligence artificielle parce que l'intelligence collective peut énormément augmenter les intelligences artificielles. Une fois qu'on a dit ça, vous avez parlé de synchronicité. Est-ce qu'on va tous devenir les mêmes parce qu'on a des intelligences artificielles ?